Bonjour tout le monde. Alors, avant de commencer juste le cours, je vais juste dire un petit mot sur l'installation de Sage, parce que je vous ai fait suivre ceux qui ont suivi l'option 2, je vais vous expliquer un peu ce que vous avez installé pour que vous sachiez. Donc, Miniconda, en fait, c'est un petit logiciel qui va permettre de gérer plusieurs installations de logiciels sur votre machine et de gérer les différents packages Python que vous avez installés. Donc là, dans l'option 2, je vous dis, je vous demande d'installer ce système et après, je vous demande de créer un environnement dans lequel il y a cette version-là de Sage. Donc ce que vous avez fait, c'est que vous avez créé une petite bulle sur votre machine avec Sage et un petit peu plus de choses pour que les choses que je présente aujourd'hui en particulier puissent fonctionner et pour pouvoir utiliser la dernière version de Jupyter Lab. Et donc, si vous avez installé de cette façon-là, quand vous voulez utiliser Sage, il faut que dans votre terminal, vous écriviez conda activate Jupyter Sage. Et après, si vous utilisez Sage, vous utiliserez la version qui est dans cette petite boîte. Voilà. C'était l'explication technique pour les gens qui avaient suivi l'option 2 d'installation, qui n'est pas l'option classique de l'installation de Sage. L'avantage, c'est que vous pouvez installer plusieurs versions de Sage comme ça. Ça fonctionne par terminal. Dans le terminal où tu as fait ça, en fait, je vous montre ça. Je peux même recommencer l'opération. Comme ça, on va le voir. Celui-là, je vais le fermer. Je vais recommencer depuis. Voilà. Une fois que vous l'avez fait, ici, ça vous marque entre parenthèses, vous voyez Jupyter Sage, parce que ça veut dire que vous êtes dans cet environnement. Donc moi, par exemple, j'ai un Sage qui est installé par défaut, qui est Sage 9, et j'ai plusieurs autres Sages, et celui de cet environnement-là, c'est Sage 10. Donc quand vous avez des environnements Conda comme ça, vous pouvez avoir plein de versions de Sage en même temps. Et vous pouvez vérifier sur laquelle fonctionnent les séries génératrices ou lequel ça ne fonctionne pas. Donc voilà, dans cet environnement-là, le mieux, c'est de lancer Jupyter Lab comme ça. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à faire du Sage, mais je vais vous montrer des choses un peu plus proches de ce que je fais moi en recherche. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans Sage lié à ma propre recherche. Et ça, c'est aussi une occasion de vous parler des objets que j'aime bien dans la recherche. Donc, on va parler du permutoèdre et de l'associaèdre. Là, il y a deux petites lignes qui sont commentées, c'est parce que je vais vous montrer certaines visualisations, et chez moi, j'ai installé des petits trucs qui font que ça marche, mais chez la plupart des gens, ça va pas marcher, donc je vous les mets en commentaire chez vous, et chez moi, je les décommente. Donc, on va parler d'un objet qui s'appelle le permutoèdre. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, hier, on a eu un exposé qui nous a parlé de points qu'on mettait au hasard dans un espace en 2 dimensions ou plus grand, et on se demandait s'ils étaient en position convexe. Et on a vu qu'il y avait très peu de chances que les points soient en position convexe. Donc moi, j'ai une méthode très pratique pour avoir des points qui sont en position convexe, c'est de ne pas les prendre au hasard du tout. Et c'est à la place de prendre les permutations de n. Donc là, par exemple, je vais prendre les permutations de taille 3. Et je crée avec ça un polyèdre. Donc je prends chaque permutation comme un point dans un espace de dimension 3. Et je l'affiche, et on voit que les permutations sont en position convexe. Elles sont toutes sur le même hyperplan, ça c'est très facile à voir. Et elles forment un très joli hexagone. Et c'est en fait le permutaèdre de dimension 2. Et donc si je fais la même chose, mais avec les permutations de taille 4, Sage est intelligent, il se rend compte qu'elles sont dans un hyperplan de dimension 3, donc il me l'affiche en dimension 3, il me fait une projection, et il me montre ce magnifique objet 3D. Donc vous voyez aussi que vous pouvez faire des plots en 3 dimensions avec Sage, et que c'est joli. Voilà. Et ça, c'est le permutoèdre de dimension 3. Donc on peut définir le permutoèdre comme le polyèdre qu'on obtient par l'enveloppe convexe des permutations de taille n. Ça va être première définition géométrique.
Et on peut le voir en Sage, on voit qu'il est joli, qu'il a des faces carrées, des faces hexagonales. Et alors moi, ce qui va m'intéresser, ça va être on va pouvoir regarder le squelette de ce polyèdre. Donc je vais aller regarder, je vais prendre les permutations, et en fait, si je prends le permutoèdre, l'objet géométrique, que je choisis un point et que je l'oriente, le squelette va me définir un ordre partiel sur les permutations. Donc là, c'est pas ce que je fais en Sage, c'est-à-dire que j'ai déjà la définition de l'ordre partiel. Ce que je fais, c'est que, comme je connais cette définition, je vais la donner à Sage. Donc dans Sage, je vais créer un poset, partial order set, qui va être sur les permutations de taille 3. Et ça va être la fonction de comparaison de mes éléments. Donc à deux permutations x, y, on va utiliser la méthode qui s'appelle permutohédron L equal. Et puis on a une option, la side. Et ce que j'obtiens ici, c'est un ordre partiel sur mes permutations. Et on voit qu'on retrouve l'hexagone de tout à l'heure. Alors, donc sur cet ordre-là, la définition, et c'est vrai, ça correspond vraiment géométriquement à prendre le point qui est en position 1, 2, 3 et à orienter. Pour suivre une flèche, il faut échanger deux nombres qui sont de valeurs consécutives. Donc par exemple, la flèche à gauche, ici, j'échange le 1 et j'échange le 2 et le 3. Et ensuite, la flèche qui monte, j'échange le 1 et le 2. Donc, c'est des nombres de valeurs consécutives. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'ordre faible gauche. Et il y a un autre ordre faible qui consiste juste à prendre les inverses des permutations. C'est l'ordre faible droit. C'est celui avec lequel moi, je travaille la plupart du temps. Le voilà. Donc là, je le dessine dans Sage. Vous voyez que je fabrique les permutations de taille 3 et que je fais la fonction ici. Et cette fois, je lui ai dit side right. Et donc, c'est pareil, c'est un hexagone, mais cette fois, on échange à chaque flèche deux nombres qui sont en position consécutive. Donc ici, c'est toujours le 2 et 3 qui ont été échangés quand on part vers la gauche. Mais ensuite, on voit qu'on a échangé le 1 et le 3 qui étaient dans les deux premières positions de la permutation. Donc, ouais. Dans son exemple, on voit la même géométrie dans les deux cas. Est-ce que c'est vraiment... Oui, c'est la même chose. Ils sont isomorphes. L'isomorphisme, c'est simplement prendre l'inverse de la permutation. Donc, c'est vraiment le même ordre d'un point de vue, c'est le même graphe, les deux ont la même géométrie du permutaèdre derrière. C'est juste comment c'est le label que tu mets sur les éléments. Dans un cas, tu mets la permutation, dans l'autre, tu mets la permutation inverse. Et tout ce qu'on fait du côté droit, on peut en gros le faire du côté gauche. Il faut juste se retourner la tête. Et voilà. Le droit et le gauche, c'est des références au fait que c'est en fait des graphe de Cayley du groupe symétrique et que ça correspond à la multiplication à gauche ou à droite par une transposition simple. Donc c'est pour ça qu'il y a les deux définitions. La lambda que tu passes pour décrire le poset, ouais. Donc les x et y, c'est des permutations. Oui. Les éléments de ton poset, et elle retourne... Elle doit retourner vrai si x est plus petit que y, plus petit ou égal. Donc là, on voit que je délègue en fait... L'inférieur ou égal de ton poset. Ouais, c'est l'inférieur égal de mon poset. Il y a plusieurs façons de créer les posets. Dans Sage, vous pouvez aussi lui envoyer la liste des relations de couverture. Enfin voilà, là, c'est une façon que j'utilise parce que j'ai déjà cette méthode qui est définie dans les permutations, donc je lui envoie directement ça. Mais si vous allez regarder la documentation de poset... Ouais, cette méthode, elle est définie sur les la méthode, elle est définie sur les permutations. C'est pour ça que je l'utilise ici. Mais si vous allez regarder la documentation de poset, vous voyez que donc le premier argument c'est data. Donc c'est ça que je lui donne. Si vous faites attention, vous voyez que je lui donne en fait quelque chose qui est déjà entre parenthèses. C'est ça l'argument que je donne. Et donc ça c'est le data que prend le poset. Et le poset, il peut prendre plusieurs sortes de data différentes. Et voilà, là, il y a une description de ce que ça peut être le data. Et là, je crois que j'ai utilisé la première.
E, une collection d'éléments. Pas tout à fait. R, on peut lui donner directement voilà. Moi j'ai utilisé EF, exactement. Mais donc, voilà, il y a plusieurs façons de créer le POSET. En gros, quand vous avez une façon qui décrit votre ordre partiel, c'est que vous pouvez la traduire d'une façon où ça, je vais l'accepter comme une façon de fabriquer un ordre partiel. Donc voilà, pour les POSET. Donc on va faire le POSET des permutations de taille 4. Donc il est un petit peu plus gros, donc voilà. Mais on peut reconnaître la géométrie du permutoèdre. Si vous vous amusez à suivre un peu les flèches, vous verrez qu'il n'y a que deux façons quand vous quittez une permutation de monter, soit en faisant un carré, soit en faisant un hexagone. Ça correspond aux relations du groupe symétrique. Si vous avez deux transpositions simples qui sont assez éloignées, bah, ça commute. Et si elles sont proches, c'est ce qu'on appelle la relation de Tresse, qui fait qu'il faut faire S1, S2, S1 et de l'autre côté S2, S1, S2 pour arriver au même élément. Ça veut dire que vous avez besoin de renverser les deux premiers, le deuxième et le troisième, puis à nouveau le premier et le deuxième. Et c'est pareil que de faire dans l'autre sens. Et alors, les POSET, ils ne sont pas très beaux par défaut. Donc, si on installe un logiciel qui s'appelle Graphite, et que je ne sais jamais orthographier, donc ce n'est pas sûr que ce soit la bonne orthographe, et un logiciel qui s'appelle Dot2Tech. Donc, Dot2Tech, je crois que je l'ai mis par défaut dans l'environnement que je propose sur le Conda, mais Graphite, il ne s'installe pas avec Conda, je crois. Donc, il n'est pas mis par défaut. Eh bien, vous pouvez fabriquer des beaux POSET qui sont plus jolis. Alors pour l'instant, on ne voit pas énormément de différence sur les permutations, mais on les verra après avec les arbres binaires. Donc ça, en fait, Graphite, ça va être un logiciel qui va bien dessiner les graphes, et Dot2Tech, qui va bien savoir les transformer en LaTeX. Donc cette petite, donc là, je fais une petite parenthèse sage sur la fonction qui s'appelle View. En fait, comme ça, a été développé par des gens qui font des mathématiques. Beaucoup de gens qui font des mathématiques font aussi du LaTeX et veulent écrire leurs objets en LaTeX. Donc, la plupart des objets sages ont une méthode pour récupérer le code LaTeX. Donc, par exemple, ici, si je fais print de LaTeX de W4, je crois que c'est LaTeX comme ça. Ouais, vous voyez, on me donne le code LaTeX de mon objet, de mon treillis, et ça marche avec de très nombreux objets sages. Et donc, il y a aussi cette fonction view. Donc, il y a deux façons, en gros, de visualiser les éléments. Il y a le plot. Le plot, c'est la façon Python classique qui vient avec la librairie Matplotlib et qui est la façon dont les gens font de la visualisation de façon classique en Python et qui est assez souple et qui fait plein de trucs très bien. Et vous avez la façon sage et math, qui est la façon avec du LaTeX. Et donc là, c'est view pour voir le LaTeX. Donc là, c'est ça que j'ai fait. Là le LaTeX qui est ici, c'est celui qui dessine ici. Et alors, pour le voir dans le Jupyter Notebook, ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est ma petite fonction view LaTeX qui est en haut, mais ça demande d'aller bidouiller un peu sa machine. Si vous êtes sur une install locale, ce qui va se passer quand vous faites view, c'est que ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Et si vous essayez, par contre, ces notebooks sur des instances en ligne, ça ne va pas marcher, la partie view du PDF. Mais j'avais commencé à réfléchir à écrire une fonction pour que vous puissiez fabriquer l'objet, puis je n'ai pas du tout eu le temps de le faire. Donc voilà, tant pis. Donc moi, ce qui m'intéresse sur la partie mathématique, c'est que maintenant, j'ai cet ordre partiel sur les permutations, et qu'en fait, avec ça, je peux aussi vérifier tout un tas de propriétés de cet ordre. Donc, par exemple, je peux voir que le W4, là, qui est l'ordre faible 4, est un treillis, donc lattice en anglais. Donc, treillis, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais remonter un petit peu. Ça veut dire que si je prends deux éléments dans cet ordre, ils ont toujours un sup et un inf qui sont bien définis. Donc ça fait que ça donne une structure algébrique supplémentaire à mon ordre partiel, parce que maintenant on peut regarder quelles propriétés ont ces opérations de sup et d'inf les unes par rapport aux autres, par exemple. Et donc ça, c'est ça qu'on va faire juste après. Donc pour faire ça, je transforme mon ordre partiel, qui était juste un ordre partiel,
en treillis. Donc je lui dis, maintenant c'est un lattice poset. Voilà, donc maintenant il me dit finite lattice. Donc si votre ordre partiel n'était pas un treillis, il ne va pas y arriver, il va vous crier dessus que ce n'était pas un treillis et qu'il n'est pas content. Donc là je peux regarder, je suis toujours dans le même univers sage que je vous ai présenté hier, donc en particulier mes objets ont souvent des catégories. Donc ici, voilà, je peux regarder LW4, la liste de ces catégories. Donc, et il me dit bien que c'est la catégorie des finite lattice posets. Et c'est aussi un finite enumerate sets, parce que si vous êtes un finite lattice poset, bah vous... Quelle question? Façade. Façade finite enumerated lattice poset, parce que je pense que c'est un objet façade dans le sens où les permutations appartiennent à un autre parent. Je pense que c'est pour ça le façade ici. Je pense que c'est pas une propriété mathématique, je pense que c'est plus une propriété d'architecture. Mais je suis pas sûre. C'est-à-dire qu'il va chercher les objets qui sont dans W4. Tout n'est pas toujours clair dans Sage, il faut le savoir. Il y a besoin de certaines architectures. Donc, moi, ce que je dis à mes étudiantes en général, par rapport à Sage, c'est oui, il y a des tas de trucs que vous ne comprenez pas. Lisez les trucs que vous comprenez. Et puis après, vous regarderez ceux que vous ne comprenez pas si vous en avez besoin. Mais voilà. Il y a des explications pour les choses, mais je ne les ai pas toutes. Et donc, c'est un treillis, et je vais pouvoir regarder les propriétés de ce treillis. Donc, par exemple, c'est un treillis qui est semi-distributif. Alors, on ne va pas expliquer là ce que ça veut dire, mais c'est des propriétés entre le join, le sup et le meet. Par contre, il n'est pas distributif. Ça veut dire que l'opération de sup ne se distribue pas sur l'opération de meet, d'inf. Donc, les treillis distributifs, ils ont une structure très très fixée. En gros, c'est des treillis booléens avec des petits bouts de treillis booléens dans différents sens. Donc c'est rare qu'on tombe sur des treillis distributifs. Par contre, semi-distributif, c'est une propriété un peu plus faible. Et là, on va la retrouver dans beaucoup de treillis qu'on a en combinatoire. Il a cette propriété en plus qu'il est constructible par doublings, qui est une propriété qui est à la fois algorithmique, c'est-à-dire ça veut dire qu'on peut partir d'un seul point et puis on va faire ce qu'on appelle des doublings d'intervalles, qui est une opération assez naturelle sur les treillis, et on va réussir à obtenir le treillis complet. Et en fait, c'est une propriété qui a aussi des grosses conséquences algébriques sur les éléments qui ont une seule couverture. Il va y avoir des bijections avec d'autres choses et tout. Je ne vais pas vous rentrer dans la théorie des treillis, mais voilà, c'est des choses qu'on a envie de regarder. Et puis, il est ranked. Donc, ranked, ça veut dire qu'il y a des étages ici. Quand on le... Donc là, des étages qui se voient visuellement, mais qu'on peut définir. Ça veut dire que si vous prenez un élément, les flèches ici ne sautent jamais un étage. Donc il y a une fonction de distance par rapport à l'identité qui est bien définie dans le treillis. Donc c'est bien, on a un beau treillis. Et alors, il se trouve qu'en combinatoire, il y en a un autre qui est très beau et dont on a entendu parler ce matin, c'est le treillis de Tamari. Donc le treillis de Tamari, nous, on va le définir sur les arbres binaires. Donc ça va être l'occasion de vous montrer un peu des arbres binaires en Sage. Donc voilà un arbre binaire de taille 8 tiré au hasard. Et là, vous voyez donc sa représentation LaTeX. Et on va pouvoir, sur les arbres binaires, aussi définir un treillis. Donc ça va être le treillis de Tamari qui a été défini. Il n'a pas été défini par Philippe ce matin, mais il vous en a parlé, il l'a évoqué. Donc là, vous voyez la représentation des arbres binaires dans un possède par défaut dans Sage. C'est juste, on voit les parentésages. Alors c'est pratique, ça nous donne la structure de l'arbre, mais c'est pas très lisible. Donc on va le regarder dans sa version LaTeX. Voilà, donc il prend un peu de place, mais est-ce que je peux... Bon, c'est pas très grave. Je voulais dézoomer un peu, mais... C'est juste view à la place de... Là, par défaut, il me fait un plot, en fait. Parce qu'il n'a pas trop d'éléments, donc il me fait le plot.
Et si je mets View, il me le transforme en... Les arbres ont une méthode de représentation graphique. Les arbres, voilà. Comment ça marche ça c'est pas... donc il y a des parties qui sont un peu automatiques, il y a des parties qui ne le sont pas. Par exemple, le code pour transformer un arbre en objet LaTeX, il y a quelqu'un qui l'a écrit. Cette personne d'ailleurs c'est Jean-Baptiste Priès, je crois, qui était un étudiant de Florent Hiver il y a quelques années et qui a écrit la méthode qui a fabriqué le code TIX automatiquement à partir d'un arbre binaire dans Sage pour obtenir l'arbre binaire. Et par contre, ensuite, Sage va utiliser les propriétés de Graphitz ici et de Dot2Tech pour fabriquer le treillis, le treillis à partir du POSET, le LaTeX du treillis lui-même. Je crois que vraiment pour Tamari, c'est celui-là où il faut vraiment avoir Dot2Tech d'installer, parce que sinon il ne sait pas faire, Sage par défaut, quand on n'installe rien, il ne sait pas faire des treillis où les éléments sont eux-mêmes des objets TICZ. Ça, c'est un truc un peu de combinatoriste. Les autres gens en maths, ils font des treillis et leur label, c'est 1, 2, 3, 4, c'est pas très drôle. Nous, nos labels, c'est des arbres binaires et on a besoin voilà, d'avoir un peu de TICZ à l'intérieur du TICZ, ce qui est normal, mais... Enfin. Donc, d'un point de vue mathématique, la relation de couverture ici, elle est un petit peu... elle est moins facile à voir que dans le treillis sur les permutations. C'est en fait la rotation dans les arbres binaires. C'est pour ceux qui enseignent l'algorithmique, c'est quelque chose d'assez connu. Donc, en gros, on fait tourner un des nœuds qui passe à gauche, va passer sur la droite. Donc là, par exemple, vous voyez que le nœud qui est là, ici, il est passé à droite de celui-là. Ici, c'est la rotation, c'est celui-là qui passe sur la droite et celui-là va se raccrocher de l'autre côté. Donc, c'est une opération assez facile à programmer et qui a pas mal de propriétés intéressantes. En particulier, en algorithmique, on l'utilise pour rééquilibrer les arbres binaires parce qu'elle conserve la structure d'arbre binaire de recherche, ce qui d'ailleurs joue un rôle important aussi dans le treillis de Tamari. Et en fait, par cette opération de rotation, on crée un ordre partiel sur les arbres. On voit qu'il est un peu différent de celui des permutations, mais on va voir qu'il y a un lien entre les deux. Chaque flèche, c'est une rotation, c'est ça? Chaque flèche, c'est une rotation. Alors, toutes les rotations, là, on va faire que des rotations vers la droite pour monter. Si on fait une rotation vers la gauche, on redescend. Et donc, on part de l'arbre où tout est à gauche et on va vers l'arbre où tout est à droite. Et oui, c'est des arbres binaires plans, donc le fait d'être à gauche ou à droite a un sens. Je ne comprends pas de l'arbre tout à droite. Celui-là? Ouais. Parce que, alors là vous voyez ma souris, celui-là, en fait cette arête-là va se retourner comme ça, c'est-à-dire que ce nœud ici va devenir le parent de celui-là, c'est ça qui se passe en fait. Et celui-là va, je peux vous le dessiner, je sais pas si j'ai une, je peux vous dessiner l'opération de rotation. Je vous la dessine ici. X, Y, A, B, C. Donc là, vous avez le nœud X, le nœud Y. Et on peut s'imaginer qu'ils ont des valeurs et que X ici va être plus petit que Y parce que c'est ça qui va se passer quand on est dans un arbre binaire de recherche. Et là, en fait, on se transforme en X, Y. Et X et Y gardent... non, ça c'est C, désolé. X et Y gardent chacun leur fils gauche, fils droit, et le fils B qui était accroché à droite de X vient s'accrocher à gauche de Y. Donc ça, c'est la rotation dans les arbres binaires. Donc on peut le dessiner en taille 4. Donc voilà la version où on n'a que les petits arbres avec des crochets, mais qui a l'avantage qu'on voit quand même pas mal la structure du treillis. On se dit, tiens, c'est marrant, il a quand même une jolie structure, ce treillis. On a l'impression de voir quelque chose de géométrique, et c'est ce qu'on va faire juste après. Et puis, je vous montre la version
en LaTeX, mais qui là va être un peu grosse, et donc elle va un peu dépasser de mon écran. Mais voilà, on peut voir les arbres plus en détail. Et alors, donc, quand on voit ce petit dessin-là, on se dit, bah, comme tout à l'heure, on remarque qu'il y a un peu une structure qui semble géométrique. Donc, par exemple, là, vous remarquez que chaque point, il a exactement 3 flèches, soit qui entrent, soit qui sortent. Et ça vous dit quand vous faites un peu de géométrie, vous vous dites c'est peut-être que c'est le squelette d'un polyèdre de dimension 3. Tous les polyèdres de dimension 3 n'ont pas cette propriété, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est régulier, je crois. Quoi ? Simplicial, voilà, c'est simplicial. En tout cas, on a l'impression de voir des faces un peu qui se dessinent, on a l'impression de voir quelque chose qui est un peu en... Et alors, c'est le cas, donc ce treillis, j'ai dit qu'il s'appelait le treillis de Tamari. Donc, Tamari, c'est un mathématicien qui a fait ce travail dans les années 50 et qui, quand il a trouvé son treillis, a dit je pense qu'il y a une structure, on peut définir une structure géométrique dessus, et il l'a appelé l'associaèdre. Et il n'avait pas de réalisation géométrique de cette structure, mais il a fait des dessins, on la voit. Et en fait, c'est le travail de Laudet qui a permis d'avoir une des réalisations. Il y en a beaucoup d'autres maintenant. Donc, tout à l'heure, à chaque permutation, on pouvait associer un point dans l'espace qui était juste la permutation elle-même, prise comme des coordonnées. Pour les arbres binaires, on va faire quelque chose un tout petit peu plus compliqué. Donc là, vous voyez que j'ai écrit quelques fonctions. J'ai la fonction qui calcule le nombre de feuilles, donc petit exercice de récursivité à faire en licence 3 quand on fait les arbres. J'ai fait une petite fonction de génération des coordonnées de Laudet. Donc comment ça va marcher ? En fait, là on a un arbre binaire. Pour on va lire les nœuds de gauche à droite. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à chaque nœud, on va lui associer le nombre de feuilles de son sous-arbre gauche fois le nombre de feuilles de son sous-arbre droit. C'est ce que j'ai écrit là, de façon un peu pythonesque, mais on voit la formule, donc on peut regarder ce qui se passe. Donc là, les feuilles, elles ne sont pas dessinées, donc il faut s'imaginer qu'il a des petites feuilles, mon arbre, là où il n'y a pas de... là où il y a des sous-arbres vides. Le yield from, ça fait comme si je faisais une boucle for sur Laudet coordinates de BT de 1 et que je faisais yield de chacun des éléments. C'est une façon de renvoyer la suite du générateur. C'est très pratique. C'est dans une des versions un peu plus récentes de Python. Ça n'existait pas avant. Équivalent à for x in Laudet coordinates de BT0 yield x, c'est ça ? Exactement. C'est exactement l'équivalent de ça. Donc, on voit ici, le premier nœud, c'est celui-là. Donc, à gauche, il n'a qu'une seule feuille, qui est ici. À droite, il y en a une qui est là, 2, 3, parce que donc, c'est des feuilles invisibles, désolé, parce que quand moi je fais l'exposé avec des slides, je les rajoute à la main. Mais là, je ne l'ai pas fait parce que je prends la représentation de ça. Il doit y avoir moyen de lui demander de le faire, mais je n'ai pas regardé. Donc ici, il y a 1 fois 3. Ensuite, ici, ça va faire 1 fois 2. Tu multiplies ? Ouais. Tu multiplies le nombre de côtés vides de tes nœuds qui sont à gauche et à droite. Donc, par exemple, ici, là, j'ai un nœud. À gauche, il n'y a rien du tout. Donc, ça fait 1, une feuille. Et à droite, tu fais 1, 2, 3. Le premier, ça fait 1 fois 3. Donc, ça fait 1 fois 3, ça fait 3. C'est bien, c'est ce qui est là, dans mon programme. Le deuxième, ça fait 1 fois 2, ça fait 2. Le troisième, c'est celui-là, ça fait juste 1 parce qu'il y a 1 fois 1. Ici, ça va faire les 4 qui sont là, 1, 2, 3, 4 fois 1. Ici, ça va faire 5 fois 1. La 18, c'est celui de la racine, c'est le nombre de feuilles à gauche fois le nombre de feuilles à droite. Et là, on retrouve le 2
qui est ici parce qu'il y a 2 feuilles là et le 1 qui est là. Et maintenant, je vais prendre tous les arbres binaires d'une certaine taille, leurs coordonnées de l'ODE, et je vais faire un polyèdre avec ça. Donc déjà, quand je le fais avec les arbres de taille 3, ça, je me dis bien que j'ai bien un tout dimensional polyédron in ZZ3, donc ça semble plutôt bien parti. Attends, tu lui passes quand même des... Alors, je vous montre plus précisément ce que je lui passe. C'est pas ces arbres-là, c'est les arbres de... Je lui passe ici, je lui dis les loaded coordinates de BT for BT in BT3. C'est pas comme celui du dessus. Non, bah non, parce que sinon je serais en trop grande dimension. Là, j'ai repris les arbres de taille 3, et donc il y en a 5, des arbres de taille 3, et ça me fait ce magnifique pentagone. Ici, vous voyez là. Et vous pouvez, si vous êtes observateur, c'est que tout à l'heure on avait un hexagone et que ce côté-là du pentagone ressemble beaucoup au côté de l'hexagone qu'on avait tout à l'heure. Ce n'est pas une simple coïncidence, nous le verrons juste après. En fait, même, ça je peux vous le montrer tout de suite, c'est que si vous regardez les arbres qui sont là, donc c'est le pentagone qu'on a vu, ceux qui sont à gauche ici, c'est les arbres qui sont linéaires comme ça. Et ceux-là, c'est exactement ceux dont les coordonnées vont être des permutations. Et ça va nous donner ce côté du pentagone qui est exactement les permutations. Et cet arbre-là, celui-là, c'est le seul qui ne va pas avoir des coordonnées de permutation. Ces coordonnées, ça va être 1, 4, 1. Et c'est celui-là qui va faire le point qui est un peu isolé dans mon pentagone. Donc ça, c'était le pentagone, mais on peut faire mieux que le pentagone. On peut faire l'associaèdre de dimension 3, donc, qui est lui aussi très beau, avec donc, des faces en forme de pentagone, d'autres faces en forme de carré. Donc c'est les seuls qu'on trouvera, on ne trouvera que des pentagones ou des carrés. Simplement, tous les pentagones ne se ressemblent pas. On voit qu'il n'est pas aussi régulier que pouvait l'être le permutaèdre. Et alors, comme on a remarqué que notre pentagone, il ressemblait quand même un peu à notre hexagone, et que ici, il y a quand même des bouts qui ressemblent aussi un petit peu au permutaèdre de tout à l'heure, sauf que maintenant c'est des pentagones, mais en fait, il y a moyen de voir que qu'ils ont un lien géométrique, ces deux objets. Donc j'ai envie de les afficher ensemble. Alors pour les afficher ensemble, comme là il y a une projection qui est faite par Sage, quand on essaie directement de les afficher ensemble, il ne fait pas un truc bien, il ne les projette pas comme il faut. Donc, ce qu'on peut faire, c'est lui dire comment on va les projeter. Donc, j'ai créé une matrice de projection pour projeter les coordonnées de taille 4 en coordonnées de taille 3. Et je projette mes deux, le permutaèdre et l'associaèdre. Et maintenant, je les affiche. Donc, pour afficher deux plots ensemble, c'est avec un plus. Donc, voilà. Donc là, j'ai plus les faces vertes à cause de la projection. Puis, de toute façon, ce serait pas très pratique pour voir à l'intérieur. Mais on voit le permutaèdre et l'associaèdre qui est autour. Donc on voit en fait un permutaèdre à l'intérieur de l'associaèdre. Et on voit qu'il y a certaines faces qui sont plus ou moins confondues, certains sommets qui sont confondus. Donc les sommets confondus, ça va être ceux des arbres qui sont en fait linéaires et les autres vont apparaître ailleurs. Et donc voilà, on voit un premier lien entre ces deux objets. En fait, ce lien, on peut le voir géométriquement un peu plus que ça. Donc, le permutaèdre, j'ai dit que c'est l'enveloppe convexe des permutations. Mais si vous faites un peu de géométrie discrète, vous savez qu'on peut aussi définir les polyèdres comme une suite d'inégalités. Donc, dans Sage, si vous le définissez avec l'enveloppe, vous pouvez le faire avec l'un ou avec l'autre. Il y a plusieurs façons de définir les polyèdres. Mais si vous le définissez avec sa liste de sommets, il vous fait l'enveloppe convexe et après il vous calcule la liste des inégalités vérifiées par votre objet et vous pouvez les afficher ici, donc les voilà. Donc en gros c'est la liste des faces de dimension maximum de votre permutaèdre. Vous avez aussi moyen d'avoir la liste de toutes les faces et tout, vous avez plein de propriétés géométriques sur ces objets-là. Et je peux demander de la même façon la liste des inégalités de l'associaèdre.
Puis là, je trouve qu'il y en a un peu beaucoup des deux côtés, j'ai pas envie de vérifier à la main. Donc, je vérifie avec cette petite ligne de code que toutes les inégalités de l'associaèdre sont à l'intérieur du permutoèdre. Donc, je dis IEQ à l'intérieur des inégalités du permutoèdre pour chacune des... Et là, il me dit que c'est vrai. Tout c'est bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de bug de traduction de mes inégalités d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment exactement les mêmes. C'est les inégalités qui définissent l'un sont présentes parmi celles qui définissent l'autre. Ouais. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que vous avez votre permutoèdre qui est défini avec des inégalités comme ça, et on les enlève, on prend les faces et on les envoie à l'infini. Tu les as pas déplacés. Je les ai déplacés loin. Donc je les ai poussés loin et j'ai obtenu un associaèdre. Il n'y en a pas d'autres qui sont rajoutés. Non, il n'y a aucune autre face qui s'est rajoutée, et même elles ont pas, les autres n'ont pas bougé, elles sont vraiment exactement au même endroit, et il y en a juste certaines qu'on a enlevées. Ouais. Passer n'importe quelle permutation à un arbre binaire en calculant l'arbre cartésien de la permutation. Et du coup, passer de notre permutoèdre à l'associaèdre, si on applique justement cette transformation, est-ce que ça nous dirait un truc genre les phases de notre permutoèdre? Je vous assure que je n'ai pas répété avec cette personne. Mais donc, comme nous voyons un lien géométrique ici, est-ce qu'il y a un lien combinatoire? Car il y a effectivement des transformations qui transforment les permutations en arbres binaires. Donc, la réponse est oui. C'est la suite de mon exposé. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous montrer là. Donc, il y a plusieurs liens combinatoires entre l'ordre faible des permutations et celui des arbres binaires, et on va pouvoir les voir, et en fait ils sont en lien avec la géométrie des objets qu'on a derrière, directement. Donc pour répondre un peu en avance à ta question, oui, on va avoir des classes de congruence qui vont être faites par cette transformation d'envoyer. Donc là, ça va être le fait, on va faire un arbre binaire de recherche. Je ne sais pas si c'est ça que tu appelais l'arbre cartésien. Mais voilà, on a une transformation qui va prendre une permutation, l'envoyer dans un arbre binaire avec un arbre binaire de recherche. Et ça va nous définir ce qu'on va appeler une congruence de treillis. Donc c'est quelque chose d'assez fort parce qu'il ne suffit pas de faire des groupes de permutations pour que ce soit une congruence de treillis. Il faut que ça ait des propriétés assez bonnes derrière. Et en fait, cette congruence de treillis, c'est une sorte on peut l'utiliser pour obtenir la géométrie derrière. Parce que quand on veut savoir quelles sont les inégalités qu'on garde pour fabriquer l'associaèdre, une des façons de faire, ça va être de regarder les faces du permutoèdre, et on va garder en fait les faces où les classes où il y a au moins une classe qui avec un seul élément. Donc si je sais pas si c'est clair ce que je raconte, je reviendrai dessus un peu après peut-être, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec mes arbres linéaires. Ça, je pense que c'est... quand un arbre est fait d'une seule ligne, ça veut dire que ses coordonnées sont une permutation. Et ça veut dire aussi qu'il n'y a qu'une seule permutation qui s'envoie sur cet arbre binaire quand on le transforme en arbre binaire de recherche. L'arbre binaire de recherche, c'est celui qu'on fait en algorithmique, on insère les éléments les uns après les autres. Donc, en effet, si on a fait un peu d'algorithmique, on sait que les arbres linéaires, on les aime pas trop en algorithmique parce que justement, ils correspondent qu'à un seul élément, et donc on perd tout l'aspect logarithmique de l'algorithme. Et donc, mais en combinatoire, on les aime bien. C'est ceux qui correspondent à une classe où il n'y a qu'un seul élément dans notre congruence de treillis. Et donc, en gros, tous ces points-là, on va les garder. Et les faces qui contiennent ces points-là, on va les garder. Et s'il y a une face qui contient aucun de ces points-là, la face va être supprimée. Donc tout à l'heure, on avait notre hexagone. À gauche, on n'avait que des arbres linéaires, donc toutes les faces, tous les segments vont être gardés. Et le segment qui correspond à... On va revenir un peu en arrière. Hop, avec le... Voilà, c'est celui-là. Le segment qui correspond à ici... non, ici, il est à l'envers par rapport à d'habitude. Enfin bon, ça n'a pas d'importance. Mais il y a un des deux segments, en fonction de si on insère depuis la gauche ou depuis la droite, où ça ne va pas être un arbre binaire linéaire. Et c'est le segment qui va être supprimé pour
obtenir ça va correspondre à la phase qui s'en va dans le permutoèdre. Donc, avec ça, je peux voir ce genre de choses. Donc là, avec ça, je pourrais vérifier tout ce que je viens de dire directement. Je ne l'ai pas codé parce qu'il y en a qui commençaient à vérifier que les inégalités sont exactement celles-là et tout. Ça commence à être un peu pénible à programmer. Mais on peut voir quand même déjà pas mal de choses directement sans écrire beaucoup de code. Donc par exemple, on peut voir que le treillis de Tamari est un treillis. Donc ça tombe bien parce qu'il s'appelle le treillis de Tamari. Donc sinon, il aurait quand même un nom un peu trompeur. Donc je vais le transformer en treillis. C'est d'ailleurs un résultat de Tamari que c'est un treillis. Et puis, je vais vérifier. J'aimerais bien que ce soit un sous-treillis du treillis des permutations. Donc sous-treillis, ça veut dire que si je prends deux permutations, deux éléments dans un de mon treillis, que je calcule le join ou le meet, je reste dans le sous-ensemble. Alors, il me dit que c'est faux, et c'est normal qu'il me dise que ce soit faux, parce que le problème, c'est que d'un côté, j'ai des permutations, et de l'autre côté, j'ai des arbres binaires. Donc ça n'a pas beaucoup de sens de lui demander si c'est un sous-treillis. Parce que sous-treillis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un sous-ensemble de permutations, et que si j'en prends deux, et que je regarde le join ou le meet, je reste dans ce sous-ensemble. Mais il y a un moyen de transformer les arbres binaires en permutations, donc il y a même plusieurs moyens. Là, on va utiliser la fonction qui s'appelle 312 avoiding permutations, donc c'est une bijection entre les arbres binaires et les permutations qui évite le motif 3, 1, 2. Donc voilà, par exemple, un arbre binaire, il se transforme ici. Donc je n'ai pas regardé exactement comment la permutation était faite, mais si je fabrique le poset, ou le treillis d'ailleurs, qui, pour chaque arbre binaire, prend cette permutation et qui les compare avec l'ordre de l'ordre faible, donc je fabrique ce treillis, je vérifie qu'il est isomorphe à mon treillis de Tamari de tout à l'heure avec les arbres. Donc là, j'ai trouvé deux définitions en fait, de treillis, une avec des permutations, une avec des arbres. Je dis, en fait, c'est les mêmes. Et celui-là, je peux vérifier qu'il est un sous-treillis du treillis de permutation. Donc ça, c'est une illustration avec ça du résultat que le treillis de Tamari peut être vu comme un sous-treillis sous une certaine transformation du treillis des permutations. Ce n'est pas le résultat dont on parlait juste avant. Le résultat dont on parlait juste avant, c'est que c'est un treillis quotient. Donc dans Sage, quand on a un treillis, on peut lui demander de faire le quotient. Si on regarde la documentation, on voit qu'il faut qu'on lui envoie en fait la liste des classes, globalement. On peut même le construire autrement. On peut le construire en lui envoyant un ensemble minimum d'éléments qui sont ensemble, et il va reconstruire pour que ce soit une congruence de treillis. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Mais là, je vais calculer explicitement toutes les classes de congruence. Donc comment je vais faire ça? Donc voilà une permutation. Donc ça c'est cette permutation là, et je peux la transformer en arbre binaire de recherche, et je lui demande de faire en fait de la droite vers la gauche, parce que c'est souvent comme ça qu'on fait. Donc si je fais on peut faire un view de ça. Hop, voilà. Voilà l'arbre binaire. Donc ça veut dire qu'on a inséré le 3 ici, ensuite le 2 là, le 1 là et le 4 là. Pour les gens qui connaissent l'algorithme d'insertion d'un mot, donc je lis ma permutation de la droite vers la gauche. Ça, c'est pour des raisons historiques principalement qu'on le lit de droite à gauche. Ça marche aussi quand on fait de gauche à droite, ça renverse juste un peu les choses. Et je fabrique donc ça je fabrique un dictionnaire. Je dis qu'à chaque arbre binaire, j'associe une liste vide, parce que je vais la remplir après, pour tous les arbres binaires de taille 4. Et maintenant, je parcours toutes mes permutations de taille 4 et je les rajoute dans la case qui correspond à leur arbre binaire. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça me fait un petit dictionnaire qui, à chaque arbre binaire, associe une liste de permutations qui s'est envoyée sur cet arbre binaire par ma transformation. Et maintenant, je demande le quotient de l'ordre faible de taille 4 par les valeurs de ce dictionnaire. Donc, c'est-à-dire par la liste des listes, en gros. Et ça me fait quelque chose ici.
qui ressemble un peu au dessin de tout à l'heure. Et en effet, je peux lui demander si c'est... Les éléments de ton treillis, c'est des Là- listes de permutations. C'est ça, les éléments de mon treillis. Là, il a été construit par treillis quotient, donc il a pris les classes et c'est comme s'il les mettait toutes en un seul point. Pour réussir à faire ça, il faut qu'il y ait des propriétés très particulières de ces classes. C'est conditionné à l'existence de propriétés. Oui, en fait, il faut que les classes soient des intervalles déjà. Et ensuite, il faut que je veux dire, si on réfléchit, c'est une relation de congruence, on veut qu'elle soit compatible avec les opérations de treillis. C'est comme si on était dans un groupe et qu'on avait une relation d'équivalence et qu'on voulait qu'elle soit compatible avec les opérations de groupe. Donc on a deux éléments, on veut que s'ils sont congrus, tu puisses calculer l'inf et le sup et que ça passe à la relation de congruence. Et ça implique en fait des relations très fortes sur ces classes. Elles doivent être des intervalles, c'est une condition nécessaire, non suffisante. Il y a des conditions en plus avec des questions de fonctions qui préservent l'ordre, etc. Enfin, c'est pas énorme, c'est pas très difficile à prouver. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dessus déjà en amont, donc on a des résultats assez forts. Mais en tout cas, par contre, le fait d'avoir une structure comme ça, c'est un résultat assez fort, un lien fort entre les deux treillis. Et ce qu'on vérifie ici, c'est que quand je fais cette opération de congruence de treillis, je me retrouve bien sur le treillis de Tamari défini tout à l'heure avec les arbres. Donc là, à quelle heure j'ai commencé? 15 heures. Ouais. 16h15. Très bien. Donc déjà, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ouais. Alors, quand tu as montré les permutaèdres tout au début, Ouais. donc il y en a un, c'est un hexagone, l'autre c'est un hexagone avec des faces carrées. Donc il y en a un qui pave le plan, l'autre qui pave l'espace. Est-ce que c'est quelque chose de général? Alors, le permutaèdre en dimension 3, il pave l'espace de dimension 3. Et je crois que c'est vrai de façon générale, mais j'en suis pas complètement sûre. Ce que je sais, c'est que ça marche en dimension 3. Tu sais ça, Clément? Non. Je saurais pas dire de façon générale si le permutaèdre pave l'espace en toute dimension. Je crois que oui, mais j'en suis pas sûre. Il le fait en dimension 2 et 3. Ça, j'en suis sûre. On peut les poser, ça marche très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout ce que j'ai montré jusque-là? Ouais. Oui, il y a un algorithme pour définir un concept à l'idée, comment il fonctionne? Alors c'est un algorithme de graphe, je crois que derrière, donc ça c'est ce qui est fait par le logiciel Graphise, et je crois que ce qu'il fait, c'est qu'il prend chaque nœud, il pousse autour de lui, et ils essayent de se pousser les uns les autres jusqu'à être assez joliment... Oui, et quand c'est un poset, le poset, on peut le dessiner comme un graphe orienté, donc il respecte l'orientation du... Il respecte... Là, il n'est pas gradué. Celui-là, il n'est pas gradué, Tamari, non. Il est... Quand il l'était, il respectait la graduation aussi. Donc, derrière, il fait des petits tests pour... il dit, ah bah tiens, t'es gradué, il va falloir respecter la gradation, etc. Et ça pour le coup, c'est fait à l'intérieur du logiciel. Moi, j'ai pas à y toucher. Ouais. Après, je redessine mes treillis de Tamari aussi en TIC-Z moi-même. Mais voilà. Donc là, tout ce que j'ai présenté donc dans cette première partie de ce deuxième cours, c'est des choses qui sont c'est des choses connues quand on travaille sur ces objets-là. Ça fait partie, voilà, de la connaissance générale autour de ces objets, et c'est un peu disons, une des motivations principales de mon travail, moi, de recherche. C'est-à-dire que je pars un peu de là et je cherche à généraliser ce genre de résultats dans différentes directions, à trouver les liens qui existent entre ces résultats et d'autres, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc là, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un peu... je vais vous parler un peu d'un travail de recherche que je fais actuellement et vous montrer un peu à quel moment Sage devient un outil pour moi et comment je m'en sers. Donc je vais utiliser une autre feuille là, qui s'appelle S-Week Order.
Donc je vais parler d'un article qui s'appelle le S-week order and S-permutaedra. Donc là, c'est le numéro 1, mais il y en a 2, en fait, il y a 1 et 2. C'est un article que j'ai écrit avec César Ceballos de l'Université de Graz, qui est disponible sur Archive. Et pour écrire cet article, j'ai écrit beaucoup de code sage. Et ce code sage est disponible si on va sur mon GitHub général. Ici, là, j'ai un truc qui s'appelle Public Notebooks. Et normalement, dans Public Notebooks, j'ai des liens vers différents codes. Et donc là, il y a un repo qui s'appelle S-week order et qui contient du code que j'ai écrit par rapport à cet article et qui contient en particulier une version très proche de cette feuille que je vous montre là. Donc, on a parlé de l'ordre faible. Moi, avec César, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini un autre ordre qui s'appelle le S-ordre faible. Alors, ce S-ordre faible, il fonctionne sur quoi? Il fonctionne sur des arbres aussi, mais des arbres qu'on appelle les arbres S décroissants. Donc, qu'est-ce que c'est, les arbres S décroissants? On prend une séquence S d'entiers positifs ou nuls, et on va prendre, je vais tout de suite dessiner un exemple ici, on va prendre l'ensemble des arbres chaque séquence va nous définir une famille d'arbres. Et la propriété de ces arbres, c'est que le nombre des enfants de chaque nœud va être indiqué par les valeurs de ma séquence. Donc par exemple ici, la première valeur de la séquence c'est 1, et ça veut dire que le nœud 1 va avoir 2 enfants. La deuxième valeur c'est 2, ça veut dire que le nœud 2 va avoir 3 enfants. Et la troisième valeur, c'est 3, et le nœud c'est 2, et la troisième, ça veut dire que le nœud 3 va avoir 3 enfants. Donc, il y a une séquence S1, Sn, et chaque nœud I a Si plus 1 enfant. Et, autre propriété, les valeurs des nœuds doivent être décroissantes de la racine vers les feuilles. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle les S-decreasing trees. Donc, exemple un petit peu plus gros. Voilà, ici, on a un arbre de taille 7, et on voit que donc, ça décroît depuis la racine, et puis le nombre d'enfants de chaque nœud est fixé par la séquence. Donc, par exemple, le nœud 2, il va avoir que un seul enfant, parce qu'il y a un 0 ici. Ici, on a un 5, c'est le 1, 2, 3, 4. Le 4, il a 6 enfants, etc. Donc ça, c'est une famille qui est assez facile à dénombrer. En fait, voilà, c'est une formule. Une fois que vous avez la séquence, c'est juste une formule produit pour savoir combien il y en a. Donc là, je fais les S-decreasing trees de 1, de 2. Je lui demande combien il y en a. Il me dit qu'il y en a 15. Je peux les lister. Je peux les voir. Voilà, donc ça déjà, en fait, là, il y a beaucoup de code sage parce que donc ici, on est arrivé sur une partie qui n'est plus dans Sage lui-même, c'est du code que j'ai écrit moi. Si vous regardez au début de mon fichier, j'ai un from s-permutaedron import étoile, et ici, j'ai un fichier qui s'appelle s-permutaedron et qui contient beaucoup de code Sage. Donc voilà, ça c'est le début du fichier, et on voit que voilà, il y a environ 5000 lignes de code, alors pas pour faire tout ce que je viens juste de vous montrer, hein, mais... Donc je vais continuer à avancer sur ça, puis après, vers la fin du cours, je vous montrerai un peu plus en détail ce fichier pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a dans tout ce code. Voilà. Donc j'en étais où? Alors ces arbres, en particulier quand il n'y a pas de valeur 0 dans ma séquence S, on peut facilement les envoyer sur des multipermutations qui vont s'appeler ici les S-permutations. Et c'est une bijection très simple, ça revient à lire l'arbre en partant vers la gauche, et puis à chaque fois qu'on arrive à l'intérieur d'un coin, là, entre deux enfants d'un même nœud, on va lire la valeur du nœud. Donc par exemple, ici je pars vers la gauche comme ça. Ici je vais lire 2, 2, 3, 1, 3. D'accord? Et donc comme j'ai quelque chose qui ressemble à une permutation, en fait, je peux définir un ordre faible dessus.
Et un travail qu'on a fait avec César Ceballos, c'est que ça, c'est très facile quand... Enfin, c'est assez facile quand S contient pas de 0. Quand S contient un 0, il n'y a plus de direct de bijection vers des multipermutations. Et donc là, il faut faire la définition directement sur les arbres. Et c'est ça qu'on a fait dans notre papier pour avoir une définition vraiment générale. Mais en tout cas, ça motive à construire cet ordre qui va être en fait une généralisation directe de l'ordre faible. Bon, et si vous regardez un peu plus, quand mon arbre est binaire ici, la bijection, c'est plus celle de tout à l'heure d'insertion dans l'arbre binaire de recherche, c'est une autre bijection très connue entre les arbres binaires décroissants et les permutations. Donc, voilà, on peut construire l'arbre directement avec la permutation. Donc ça, c'est ma fiche de démo de l'article. Donc, il y a différents exemples. Je peux calculer ce qu'on va... en fait, pour définir ça de façon plus générale, je vais avoir besoin de calculer ce que sont les inversions de mon arbre. Donc, je vais avoir une notion de multi-inversion dans l'arbre que je vais pouvoir calculer directement ici sur mes objets, avoir la liste des inversions. Et puis, en fait, je vais utiliser cette liste d'inversions pour définir un treillis, donc qui s'appelle que je vais appeler le S ordre faible, et que je peux dessiner ici, là. Donc, vous voyez qu'il se dessine. Et j'ai fait des petites fonctions pour faire des jolis dessins. Donc, il se dessine joliment avec les arbres qui se mettent bien. Et on voit d'ailleurs qu'il a une structure en petit alvéole comme ça, qui est quelque chose qu'avec César Ceballos, on a beaucoup étudié. Donc voilà, différents exemples avec différentes séquences S. Voilà, je vous les montre. Puis je ne vais pas forcément montrer le reste. Après, voilà, ça c'est différents exemples tirés de l'article. Ici, on regarde les propriétés donc, du treillis. On va voir qu'il est, comme l'ordre faible, qu'il est semi-distributif. Congruence uniforme, c'est l'équivalent de la construction par doublings dont j'avais parlé à un moment. Enfin, voilà, qu'il a des propriétés de treillis intéressantes. Tout ça, je vais pouvoir les tester avec Sage au fur et à mesure que je les découvre avant de les démontrer, en fait. Et ensuite, je les démontre pour écrire mon article. Donc, je vais pouvoir tester tout ça. Et il va être en lien avec un autre treillis qui va s'appeler le treillis de S-Tamari, qui va, tout comme le treillis de Tamari, on peut le définir à partir du treillis de l'ordre faible en enlevant certaines permutations. Ici, on va pouvoir faire la même chose. On va pouvoir enlever certains arbres. Et on va définir un nouveau treillis ici, voilà, que j'ai affiché ici de façon plus jolie. Et on voit que c'est un peu comme le treillis de tout à l'heure, mais on a coupé des bouts. Et on va pouvoir encore, c'est l'objet de l'article, de démontrer que c'est un sous-treillis du treillis du S ordre faible et que c'est aussi un treillis quotient. Et ce treillis de S-Tamari, en fait, on retrouve la définition d'un treillis qui s'appelle le treillis de Nu-Tamari, qui avait été défini par Préville-Rattel et Viennot, et qui apparaissait dans un autre contexte. Donc là, la motivation originale de l'article, c'était que ce treillis de Nu-Tamari existait et on se demandait quel était l'équivalent de l'ordre faible pour le treillis de Nu-Tamari. Donc ça, c'est l'histoire un peu de la recherche derrière. Voilà, là, on voit la partie où je démontre, où je regarde un peu dans Sage comment voir que le treillis de S-Tamari est un quotient de l'ordre faible et on va pouvoir calculer les classes, vérifier que ça fonctionne, on va pouvoir vérifier les relations de couverture, etc. Donc ça, c'est la partie recherche résumée de cet article en 10 minutes. Si l'article vous intéresse, voilà, il est sur Archive. Il y en a un deuxième sur la partie géométrique avec plein de très beaux dessins. Donc, je vous invite à aller le voir. Et moi, ce que je vais vous montrer dans le quart d'heure qui reste, c'est à quoi ça ressemble concrètement le code de recherche et comment je fais moi un peu pour faire du Sage avec. Donc déjà, je vous ai dit la dernière fois que je ne faisais pas du Sage directement sur le notebook. Donc la plupart du temps, quand je fais du Sage, c'est ça que je fais. J'ouvre
Donc là, c'est un IDE qui s'appelle Ginai, que je trouve assez pratique. Et en général, j'ai mon terminal ici. Je lance un Sage. Donc là, c'est la version 9 que j'ai par défaut. Et ensuite, il y a une petite fonction dans Sage qui s'appelle attache. Et donc ça doit être document, recherche, public. Ah non, c'est pas recherche, c'est document, article, présentation, c'est pour ça. Public notebooks, S-week, order, S, permutaedron.py. Donc ça, si vous faites du Sage dans votre recherche, c'est quelque chose de très utile à connaître. Vous pouvez avoir un document, donc un document Python, dans lequel vous écrivez vos différents codes Sage, et vous pouvez l'attacher à un terminal dans lequel vous êtes en train de faire du Sage. Donc ça c'est comme s'il l'avait chargé, et si je fais des modifications sur mon fichier, il va le recharger automatiquement. Donc c'est plus pratique que le from machin truc import, parce que le from machin truc import, ça le charge une fois pour toutes. Et si vous faites des modifications, il faut tout recommencer. Enfin, il faut relancer. Si vous êtes par exemple sur un notebook Jupyter, il va falloir relancer votre noyau pour réimporter le truc. Donc le attach de Sage, c'est vraiment très très bien. Tu peux le faire avec le notebook? Non, je crois pas qu'avec le notebook tu puisses avoir le attach. J'ai jamais trouvé ça. Tu peux pas, ouais. C'est ça. Une cellule load et que tu relances à chaque fois. Voilà, mais à chaque fois tu es obligé de relancer tout le noyau, c'est pénible. Mais il load quand même. Oui, Oui. dans le. Parce que le import, il le refait pas. C'est ça. Hein. Si tu réexécutes Ouais. le import. C'est ça. C'est-à-dire que là, dans mon notebook, ici, j'ai fait import. Donc ça marche bien quand le code il est déjà écrit, mais quand on est en train de l'écrire, il faut tout le temps redémarrer son notebook pour que ça marche. Donc c'est pour ça que c'est pas très pratique. Load, je crois que ça marche. Ouais, peut-être que load, il faut le relancer, mais bon, voilà. Donc c'est une option correcte. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Donc déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est assez long, hein, il y a à peu près 5000 lignes de code. Donc là, comme j'ai un IDE un peu pratique, on voit les choses à gauche. Je ne sais pas si c'est sans doute écrit un peu petit, mais vous voyez des petits points bleus. Chaque petit point bleu, c'est une classe que j'ai définie dans mon fichier. Donc en particulier, je ne vais pas vous montrer toutes les classes, mais je vais vous montrer qu'il y a quelque chose qui s'appelle sDecreasingTrees. Donc classe sDecreasingTrees, c'est ma classe pour tous mes arbres S décroissants. Et alors, souvent, quand on définit ses propres parents éléments en Sage, donc vous voyez que j'hérite de la structure parent de Sage, donc je m'inscris dans le système parent élément. Quand vous faites votre propre code, vous n'êtes pas du tout obligé de vous inscrire dans quoi que ce soit, mais c'est juste que moi, je trouve ça très pratique, donc je le fais. Donc ça suppose de mettre en place plusieurs petits éléments techniques pour que ça marche. Ma façon à moi de faire, c'est que je vais voir une classe qui existe dans Sage. Donc je regarde ma propre classe qui s'appelle les Tamari Interval Possets, parce que c'est moi qui l'ai faite, donc je sais comment elle marche. Et donc je recopie, parce que je sais que la fois quand je l'avais fait, là, ça avait marché. Et donc je le refais, je réutilise les mêmes techniques. Et vous pouvez faire comme moi, parce qu'elle marche, la Tamari Interval Possets, donc vous pouvez aller la chercher. Et elle a cette même structure de parents, éléments, etc. Donc un truc, c'est que en fait, quand on a le problème, vous savez, on avait les dict words avec un S, on avait les dict words de certaines tailles. Donc ça, dans Sage, ça se traduit en général qu'il y a plusieurs classes pour définir ça. Donc moi, j'ai les sDecreasingTrees, qui est la classe un peu au-dessus. Et après, j'ai une classe qui s'appelle sDecreasingTrees underscore all, qui veut dire ça, c'est l'ensemble de tous les sDecreasingTrees. Et j'ai la classe sDecreasingTrees underscore s, qui est celle que pour une séquence donnée. Donc c'est ce qui correspondrait aux dict words d'une taille donnée. Et ils ne vont pas exactement avoir les mêmes méthodes, mais comme ils en partagent, ils héritent tous les deux d'une classe qui, si vous faites un peu de programmation objet, pourrait être l'équivalent d'une classe abstraite qui s'appellerait sDecreasingTrees, qui est ma classe abstraite des sDecreasingTrees et qui, en fait, quand je vais l'instancier, va toujours s'instancier soit en all, soit en S. Ça, je parle aux gens qui enseignent un peu la programmation objet. En Python, comment on traduit cette histoire de classe abstraite et d'instanciation? On a une méthode qui s'appelle classCallPrivate. Et donc ici, vous voyez que le classCallPrivate, en fonction de si j'ai reçu un S ou pas, il va renvoyer une classe ou une autre. Donc c'est un peu comme ça que il me dit que c'est une classe abstraite. En Python, les choses
sont pas typés comme en Java, donc on va pas dire abstract class machin, mais on peut avoir des espèces de tricks à l'intérieur de son code qui font qu'en fait, les gens appellent sDecreasingTrees et puis on leur renvoie l'une ou l'autre. Donc, par exemple, dans sDecreasingTrees S, il va y avoir beaucoup de méthodes parce que c'est celle où il va y avoir beaucoup de choses que je fais. Donc, par exemple, la définition du treillis, etc. On va les retrouver, on va la retrouver ici. Donc, je vais avoir quelque chose pour me renvoyer j'ai l'ensemble des sDecreasingTrees d'une séquence donnée. Je vais avoir une méthode pour me renvoyer le treillis correspondant avec la structure de treillis, etc. Je vais avoir différentes choses. Je vais avoir une façon d'itérer les éléments, évidemment. Donc là, on voit comment ça... mon itération de mes arbres décroissants. Je ne sais plus comment je l'ai codé. Et pour pouvoir itérer les arbres décroissants, en fait, j'ai créé une classe qui s'appelle sDecreasingTree. Donc c'est celle-là. Celle-là, il n'y en a qu'une. Donc ça qui correspond à un seul arbre. Donc comment il va marcher mon un seul arbre? Il va stocker un arbre de sage labellisé, mais je n'ai pas hérité directement de la structure d'arbre parce que je préfère stocker l'arbre et rajouter les méthodes dont j'ai besoin. Donc on va voir que dans le init, il y a plusieurs façons de créer l'élément. Soit on peut lui envoyer un arbre, soit on va lui donner une liste d'inversions. Ça va être une façon très pratique dans notre recherche de le faire. Et en fonction de ce que j'ai reçu comme données, je vais calculer les autres données. Et ensuite, je vais avoir tout un tas de méthodes associées aux arbres. Donc là, voilà, ça c'est la liste des méthodes qu'il y a sur un seul arbre. Donc par exemple, avoir l'inversion entre B et A, la valeur d'inversion entre B et A qui va être quelque chose de pertinent. Le code LaTeX de l'arbre. Donc ça c'est facile parce que c'est le LaTeX de l'arbre que j'ai stocké à l'intérieur. Donc je renvoie que le LaTeX de self_tree. La liste des nœuds parce que ça c'est quand même très pratique. Et puis voilà, tout un tas d'autres choses dont j'ai eu besoin au moment d'écrire mon article. Donc en particulier, il y a des liens avec les histoires de Estamari. Donc là, Estamari class, c'est ce qui va me renvoyer l'ensemble de la classe de congruence de cet arbre pour le quotient Estamari. Donc ça va être mes deux classes principales. Et puis, vous voyez que j'en ai eu besoin d'autres parce qu'en particulier, j'ai dit le treillis de Estamari, il est en lien avec le treillis de Nutamari. Donc j'ai recodé un peu du Nutamari ici sur des chemins qui sont là. J'ai codé des classes spécifiques pour les faces du S permutaèdre. Donc là, j'ai parlé que du S ordre faible, mais en fait, on va définir une structure géométrique au-dessus qui va s'appeler le S permutaèdre. On va pouvoir définir des faces, et il me fallait une structure combinatoire pour ces faces. Donc là, j'ai pareil tout un tas de classes qui va être spécifique aux faces. Et puis, à la fin de mon fichier, on va voir là sur la gauche, j'ai donc là, c'est mes classes. En général, je les écris en haut de mon fichier, puis en bas de mon fichier, j'ai écrit des fonctions. Et là, on peut regarder un peu mes fonctions. On voit que j'ai beaucoup de fonctions et qu'elles s'appellent toutes soit check, soit test. Alors, pourquoi parfois elles s'appellent check, parfois elles s'appellent test? Alors ça, je ne sais pas, c'est ma propre cohérence. Je pense que Déjà, le théorème, c'est check. Exactement. Quand je pense qu'un truc est vraiment vrai, je l'appelle check. Et quand je ne suis pas sûre qu'un truc soit vrai, je l'appelle test. Et ça, c'est toutes les choses que j'ai checkées ou testées au fur et à mesure de l'écriture de ces articles. Enfin, disons les choses principales. Il y a peut-être des choses que j'ai réussi à tester directement. Et c'est assez pratique parce que, en fait, à chaque fois, j'écris mes fonctions. Et au-dessus, je mets toujours des commentaires sur qu'est-ce que j'ai checké, qu'est-ce que j'ai testé. Donc, on peut regarder si on va voir le haut des fonctions. Donc voilà, tout ça, c'est des fonctions. Voilà, donc je les range un peu par thème, mais bon, c'est du code de recherche, donc c'est pas du code qui est à l'intérieur de ça, c'est vraiment du code que j'écris plus pour moi, comme un carnet de brouillon un peu. Et voilà, à partir du moment où on arrive dans les fonctions, je marque, parfois je copie directement le code que j'ai utilisé pour tester, parfois je mets juste
les séquences sur lesquelles je les ai testées. Et puis il y a des endroits, voilà, ici, voilà, par exemple, je garde une fonction, je marque false 222, ça marche pas. Ce check-là, en fait, il n'était pas vrai. C'était un test, mais j'ai pas changé le nom derrière. Checked, no, voilà, no, ça marche. Il faut garder les traces de ce qui ne marche pas, hein. C'est important, les étudiants et étudiantes, garder trace de ce qui ne fonctionne pas, parce que vous allez l'oublier dans un mois et vous allez réessayer de le démontrer, et ça ne marchera toujours pas. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont je fonctionne moi. Donc par exemple, on peut voir... j'ai une fonction qui s'appelle test size classes, donc je ne me rappelle plus trop pourquoi je l'avais écrite, mais je peux appeler test size classes sur 222, et il me dit que c'est toujours vrai, donc ça va, heureusement. Donc ça, je pense que j'étais en train de tester le quotient de l'Estamari, ouais. Et du coup, quand tu fais ça, est-ce que tu fais des doc tests? Alors, je l'ai fait rarement dans mon propre code de recherche. J'en fais quand je veux contribuer à Sage, ce qui ne m'arrive pas si souvent parce que c'est obligatoire de faire des doc tests dans Sage. J'en fais dans la définition de mes objets. Là, j'en ai parfois. Je ne vais pas dire j'en fais toujours. Là, à un moment, et je sais même exactement quand était ce moment, c'est le moment où j'ai pris mon ancien code qui était encore plus crado et que je l'ai transformé en un code un peu plus propre parce que je voulais avoir cette structure de classe. J'en avais marre d'avoir des fonctions qui traînaient partout. Et ça, c'était pendant le Covid, pendant le confinement où j'arrivais pas beaucoup à travailler parce que j'avais un enfant de 8 mois à la maison. Et les petits moments de sieste que j'avais et de temps libre, je les utilisais à faire du code parce que j'arrivais plus facilement à faire ce nettoyage de code à ce moment-là que d'écrire l'article de recherche lui-même qui demandait trop de concentration. Et donc, j'ai fait les choses pas trop mal, là, parce que j'ai copié les doc tests au moment où je testais mon code. Donc, parfois, oui, je pense à copier-coller le code que je viens de faire et de le mettre en doc test. Je fais pas systématiquement. C'est pratique de le faire parce que ça vous permet de tester que les choses continuent de fonctionner quand il y a des nouvelles versions de Sage, donc c'est une bonne pratique. C'est pas toujours si facile en fait parce que il faut quand même avoir fait la liste des instructions un peu dans un ordre correct et pouvoir réussir à la copier correctement pour que ça fasse le doc test et tout. Donc c'est pas si simple. Donc pour finir, qu'est-ce que je fais de ce code une fois qu'il est fait? Donc dans un temps plus ancien où j'étais en thèse, quand je faisais du code, après j'allais à des journées Sage et j'essayais de contribuer ce code à Sage. C'était pas toujours vrai. En fait, quand j'étais en thèse, j'avais écrit un gros package que j'ai jamais réussi à mettre dans Sage, que j'ai juste fait comme un package indépendant, parce que je me suis rendu compte que ça prenait quand même beaucoup de temps de contribuer à Sage et que même dès la thèse, j'avais assez peu de temps. Donc, parfois, quand on arrive à trouver des gens qui veulent le faire aussi avec nous, quand on a le temps d'aller à des journées Sage, quand on a le temps de s'y mettre, on peut contribuer son code à Sage. C'est souvent une étape un peu après, où c'est rarement quand on a écrit tout un gros truc comme ça, parce qu'un gros truc comme ça ne va pas rentrer dans Sage si facilement. Et c'est plus pour aller modifier une méthode quelque part qui serait quand même vraiment pratique à avoir ou quelque chose comme ça. Quand on écrit comme ça des nouveaux objets, au moment où on les écrit, on ne sait pas s'il faut qu'ils aillent dans Sage ou pas, parce que notre article n'est même pas encore écrit. Donc, on a du code. C'est pas forcément pertinent qu'il aille dans Sage. Je veux dire, mes fonctions test, par exemple, là, elles vont pas aller dans Sage. C'est mes fonctions à moi. Par contre, ce code, c'est dommage de le perdre. C'est aussi dommage de le garder que pour soi, dans un sens, parce que pour soi, il va se perdre dans votre machine. Plus personne ne saura jamais. Si quelqu'un veut reprendre cet article à un moment, peut-être qu'il écrira complètement son nouveau code, mais peut-être qu'il pourrait reprendre votre code. Donc maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je mets mon code, même s'il n'est pas fini, même s'il n'est pas beau, même s'il est tout crado et tout, je le mets directement sur... je fais des repos GitHub comme ça, je mets mon code dessus et je fais des fichiers de démo. Comme ça, je me dis, les gens, s'ils veulent l'utiliser, ils n'auront qu'à prendre mon fichier de démo et ils peuvent faire leur petit test avec. Donc, il y a assez peu de garanties quand vous faites ça. La version de Sage peut changer, ça peut arrêter de marcher, etc. Donc, ce qui est bien, c'est de mettre peut-être des infos quelque part. Donc, ici, c'est dans... j'ai un truc qui s'appelle Dockerfile. Maintenant, je ne ferai peut-être plus comme ça, où je marque quel
quelle version, comment j'ai installé l'environnement de travail. Donc ça donne un... C'est Graphids, c'est le truc qui fait les beaux graphes. Voilà, il s'appelle GraphViz. C'est en fait graph visualisation. D'accord. Moi, je le retiens toujours Graphids et j'oublie le V, mais c'est graph visualisation. Et je mets une licence dessus pour que ce code soit libre. Et donc ça, c'est très pratique parce que ça veut dire qu'à partir du moment où mon code est là, quelqu'un peut le prendre et le mettre dans Sage. Et ça arrive, ce quelqu'un, il s'appelle Frédéric Chapoton. Donc, quand je mets du code sur GitHub, Frédéric Chapoton, lui, parfois, va prendre, pas toujours, parce que parfois ça n'intéresse pas, hein. Celui-là, par exemple, il n'est pas dans Sage, mais c'est arrivé régulièrement qu'il aille prendre du code que j'avais écrit et puis qu'il le mette dans Sage et ensuite qu'il me tague sur le ticket en disant « Viviane, tu peux regarder ». Je l'ai fait, comme ça le code est arrivé. Mais ou quelqu'un qui va lire votre article va aller regarder ça. Et donc je fais deux choses, je le mets sur GitHub et je dis dans l'article qu'il est sur GitHub aussi. Pour que, voilà, que les gens qui lisent l'article trouvent le code. Ça paraît évident. Voilà, et je vais m'arrêter là-dessus.